Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord demander la permission de m'excuser pour le retard. Vous savez, c'est un événement unique. J'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé ici. La seule chose qui me gênait, c'était de faire attendre les ministres. Ils font preuve d'une très grande solidarité parce que même cette salle-là, cette zone, c'est deux ministres qui ont échangé. Ils nous ont trouvé ce lieu agréable. Et nous-mêmes, nous avons la chance, grâce à leur collaboration, de découvrir qu'il y avait ça au Mali. Je ne le savais pas. Pour vous dire qu'au Mali, il suffit que les Maliens se parlent, ils travaillent. Chacun peut être président, peut être premier ministre, peut être citoyen. Parce qu'en fait, notre pays est en train de renaître. Je vais faire l'économie de toutes les appellations protocolaires, madame le ministre, parce que vous les connaissez mieux que moi, et aller directement à l'essentiel. Au nom du président de la transition, chef du pouvoir exécutif dans notre nouvelle constitution, le colonel Assimi Goïta, j'ai le plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue ici à Kabala, dans l'enceinte du centre d'entraînement sportif d'élite Ousmane Traoré, dans le cadre de la tenue de l'atelier de haut niveau que le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles organise à notre intention autour du thème, je cite, le pouvoir exécutif dans la Constitution, interaction avec les autres pouvoirs, valeurs et principes. Fin de citation. Tel que formulé, ce thème nous concerne tous et interpelle chacun d'entre nous en tant qu'animateur direct ou indirect des pouvoirs constitutionnels nouvellement reconfigurés. C'est vous dire que débattre d'un tel sujet, suite à la réforme constitutionnelle voulue par notre peuple, que nous venons de réussir avec succès grâce à l'action conjuguée du peuple malien et des hautes autorités de la transition, sous la haute conduite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est d'une grande pertinence. Mesdames et messieurs, les changements de constitution donnent toujours lieu à des réflexions pour déterminer, entre autres sujets, quels sont les mécanismes et les moyens susceptibles d'aboutir à un mode de gouvernance idéal pour les États et les peuples. La constitution de la 4e République n'a pas échappé à cette préoccupation. Heureusement que le chemin devant mener à l'avènement d'une gouvernance vertueuse et refondatrice de notre nation était déjà tracé en grande partie grâce aux recommandations des désormais historiques assises nationales de la refondation. En procédant par la mise en place successive de 2 commissions pour aboutir à la réforme constitutionnelle, le président de la transition a bien voulu emprunter cette voie, faisant ainsi sienne la vision de refondation du peuple malien. Mesdames et messieurs, la composition de ces 2 commissions par d'éminents experts de tous bords a permis de capitaliser les forces et les faiblesses, les souffrances, les errements et réussites, la grandeur de l'histoire de la gouvernance politique et institutionnelle de notre pays, que notre pays a connue, dans un passé proche et lointain. C'est-à-dire un processus de vulgarisation inédit, que le projet de constitution voté par les Maliens a été promulgué, comme vous le savez, on le dit trivialement dans nos discussions politiques, son acte de naissance a été signé le samedi 22 juillet 2023 par le président de la transition. Mesdames et messieurs, il est à noter que pour la première fois, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont toutes les 3 nommément désignés comme tels à travers les titres 3, 4 et 5 de la Constitution du 22 juillet 2023. Le peuple malien met ainsi à notre disposition
une combinaison de gouvernance politique institutionnelle qui respecte en théorie le principe de la séparation des pouvoirs. À l'intérieur de chacun de ces pouvoirs, il existe des innovations inédites qui touchent à la structuration organique, leur fonctionnement et leur champ de compétences. Une reconfiguration destinée à garantir l'essentiel et indispensable indépendance des uns et des autres. Les changements opérés tiennent notamment au recentrage du pouvoir exécutif autour du président de la transition. Vous savez, dans les R5 de la Constitution, on dit le Premier ministre est le chef de l'exécutif. Désormais, c'est le président. Nos experts ont bien compris. En Afrique, comme partout d'ailleurs, il n'y a pas de chef. Toutes ces crises politiques institutionnelles qu'on connaît, c'est souvent dans certains pays, c'est ces crises qui ont continué, ou des mécontentements, ou des mauvaises gestions, parce qu'un président qui est élu au suffrage universel, un Premier ministre qu'il a nommé par décret, ne peut pas venir, pour parler trivialement, lui marcher sur les pieds, montrer que c'est son avis qui prédomine. Je pense que, comme on dit à Mbamana, mais ça, c'est Rayoro Dola. C'est le président, le chef. C'est pour cela, d'ailleurs, souvent j'ai dit aux ministres, je le répète ça souvent, que dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois, après il y a le président. Après ces trois-là, sa volonté s'impose. S'il fait des erreurs, il les paye. Vous voyez tous les présidents qui sont partis, tous les cadres qui étaient avec eux, certains sont dans cette salle, mais ils l'ont payé cher. Parce que c'est eux les chefs. Et donc il ne doit plus y avoir d'ambiguïté. C'est le président de la République, le chef de l'exécutif. Le Premier ministre doit être suffisamment intelligent et assez politique pour s'entendre avec lui. S'il ne s'entend pas, s'il veut travailler dans l'intérêt du pays, on va te présenter là. Et donc, le renforcement du pouvoir exécutif autour du président, le renforcement du pouvoir législatif avec l'institution du Sénat, en plus de l'Assemblée nationale, pour constituer le Parlement. C'est eux qui vont parler au nom du peuple. Les combinaisons qu'il y aura ou qu'il y a eu pour avoir les équilibres sociaux-politiques nécessaires seront, je suis sûr, aussi bien tranchées qu'on a écrit notre Constitution. Et enfin, le renforcement du pouvoir judiciaire avec l'extension de ses compétences et aussi l'institution de la Cour des comptes. La Constitution prévoit d'autres dispositions qui décloisonnent les pouvoirs sans volonté de remettre en cause leur indépendance. Il apparaît que la vision promise par la réforme constitutionnelle se fonde sur une séparation des pouvoirs doublée des interactions. Elle nous propose un format différent à bien des égards des pratiques habituelles de gouvernance inhérentes et interactives des pouvoirs constitutionnels qui ont jusque-là prévalu de la Première République à nos jours. Chacun de ces pouvoirs, dans l'exercice de ses compétences, a donc vocation à constituer certes les moyens d'action, mais aussi des contrepoids objectifs pour contribuer à assurer réciproquement la modération, l'équilibre, la stabilisation et l'efficience de l'État dans son ensemble. Je rappelle que ces pouvoirs constituent de hauts lieux d'expression de la souveraineté nationale dans l'intérêt du peuple malien, au nom duquel les décisions publiques, qu'elles soient administratives, politiques ou judiciaires, sont prises. Derrière ce montage, mesdames et messieurs, politique et institutionnel, se cache une volonté légitime de recherche d'un fonctionnement harmonieux et efficient des trois pouvoirs et donc de l'État pour atteindre les objectifs de développement, de stabilité, de refondation de l'État et de bien-être du peuple malien. Mesdames et messieurs, l'objectif du présent atelier est de vous outiller pour vous permettre de contribuer à la bonne implémentation des trois principes édictés dans notre Constitution en son article 34. Vous savez, pour des débats politiques, j'allais dire politiciens,
On disait avant, il fallait bien sûr qu'on le dise, parce que c'était la seule source de légitimité, que c'est les principes dictés par le président. Bon, sur les champs politiques, on se chahute souvent, on dit le Premier ministre. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est constitutionnalisé. À l'article 34 de la Constitution, tous les Maliens se sont entendus pour édicter ce triptyque-là. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et de partenariat, et tout ceci dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Une grande leçon, une grande portée historique a été tirée de ce que notre peuple a vécu depuis plusieurs décennies. Beaucoup disent depuis 2012, mais en réalité c'est beaucoup plus tard. C'est un peu par modestie entre nous. On dit que la rébellion a éclaté en 2012, en fait c'est beaucoup plus loin que ça. Il s'agit également de veiller à ce que les politiques de gouvernance pratique de ces pouvoirs respectent les objectifs et stratégies de développement qui cadrent avec la ligne diplomatique de notre pays. La ligne qui est aussi définie, il faut que vous le sachiez. Le chef, le patron de la diplomatie du pays, c'est le président. Le ministre des Affaires étrangères met en musique les orientations du président. Je crois qu'il le fait très bien. Je le chahute souvent parce que quand il parle, nos ennemis, au lieu d'écouter la musique, vous dites qu'il fait chaud, regardez la chaleur, au lieu de voir le soleil que vous mangez, il regarde votre doigt. Il y en a qui disent, mais regardez ses yeux, il parle avec les yeux farouches. Au lieu d'écouter ce qu'il dit, et c'est ses yeux qui le regardent. Ça, c'est les adversaires du Mali. Tellement il le fait bien que notre diplomatie est très bien défendue, que certains de nos adversaires, au lieu de voir le soleil, ils voient le doigt qui le montre. Mesdames et messieurs, les réformes politiques et institutionnelles, tout comme les pouvoirs, ne valent que par la qualité des hommes et des femmes appelés à les opérationnaliser. Vous savez, sur ce point-là, je voudrais dire deux mots pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Vous savez, dans cette salle, quand vous allez demander, mais qui fait la politique? Tout le monde va dire, ah non, 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 moi je ne fais pas de politique. Hein. Parce qu'on a galvaudé la politique. Je crois que politique, c'est tromper, mentir, faire des petits calculs, dribbler. C'est tellement ancré dans l'esprit des gens que tout le monde te dit, moi je suis en politique. Un jour, j'ai discuté avec un ancien président, il me dit, mais le premier ministre du Niger est venu ici, le premier ministre d'un pays voisin. Quand il est venu dans son bureau, il a dit, mais monsieur, comment vous gouvernez dans votre pays? Dès que je suis arrivé, tout de suite le premier ministre m'a dit, ah, moi je ne fais pas de politique. Hein. Vous êtes censé ne pas faire de politique, comment votre pays marche? Il dit qu'il s'est mis à rire. J'économise le reste de ce qu'il m'a dit. Il ne faut pas se tromper. C'est la politique qui gouverne. Il n'y aurait pas un changement politique, on ne serait pas là dans cette salle. Donc, vraiment, j'en appelle les Maliens. Cette façon de dévaloriser les politiques, au motif qu'il y a eu des errements et des fautes à un moment donné, ça ne nous conduira nulle part. On va encore se tromper. Moi, je suis tellement fier de l'expert que je viens d'écouter, du président de la commission constitutionnelle, qui en un an nous ont donné ce qu'on a fait 30 ans en train de chercher. On a sorti 1 million d'euros, on a payé des billets, on est allé consulter des gens pour nous écrire une constitution. Mais ils l'ont écrit ici avec des Maliens. On n'a rien payé. Ça veut dire que quand il y a une bonne orientation politique, le reste va suivre. J'ai l'habitude de dire aux uns aux autres, dans notre pays, pourquoi on a pris Kidal? C'est les mêmes militaires, avec moins d'argent. Pourquoi? C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes plus renforcés d'ailleurs, parce qu'ils ont créé un État, ils ont des armes, ils ont des munitions, ils ont des ressources. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Le leadership, pourquoi il s'est levé pour changer? Il a fallu des mouvements politiques pour que le peuple, la prise de conscience du peuple s'impose et que l'armée vienne au secours du peuple. N'eût été ces changements, aucun d'entre nous ne serait dans cette salle-là. On serait en train d'applaudir, bon, ceux qui ont plusieurs passeports seraient entre les avions, en train de nous faire les chocobi là pour nous impressionner.
Donc il faut que tout le monde retienne, quand on a un bon chef politique qui dirige bien le pays, tout part de lui. Camille Banyembo de l'Adje, comme on dit en Mabana. Si les militaires là n'étaient pas venus sauver notre pays, non, les manifestations là allaient surtout faire. Nous on allait marcher 4 mois, 5 mois, les gens vont commencer à avoir les appeler un à un, leur donner quelques enveloppes et puis vous allez voir des gens qui vont aller à la tribune pour flatter ceux qu'ils ont insultés hier. Bon, il paraît que certains oublient même le téléphone quand ils vont prendre. Bon, d'autres aussi provoquent les chefs de l'État, on vient l'insulter. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, toute personne qui a la chance de venir à la tête du Mali mérite du respect. Il ne faut jamais insulter sa personne. C'est sa politique que nous critiquons. Nous ne sommes pas d'accord qu'on enterre nos militaires dans des fosses communes et des délinquants économiques se promènent entre les avions avec des milliards de comptes. Le Covid tue des Maliens. On sort 20 milliards dans des caisses. On l'exploite à l'extérieur. On va le ramener et on le partage entre des gens. On sort l'argent pour 6 hélicoptères. Des gens détournent. On enterre les militaires dans des fosses communes. C'est avec ça qu'on n'est pas d'accord. Et personnellement, moi, j'étais arrivé à la conclusion claire depuis 2016 que l'équipe ne pourra plus jamais changer. Ça, c'était un otage. Quand je l'ai dit aux anciens de mon parti que je vais quitter, il y a un sage qui m'a dit non, ne quitte pas. Si ce que tu nous as dit est vrai, dans 2 semaines, ils vont te sortir. Parce qu'ils ont organisé la partition du Mali officiellement avec les mouvements rebelles. Ce que la rébellion n'a pas obtenu par la guerre dans les négociations. 3 personnes se sont entendues pour lui donner ça, sous la table. Et ils sont allés présenter aux Nations Unies. À partir de ce moment, j'ai dit on n'a plus rien à faire. Ça, ce n'est plus de la contradiction. Dans un gouvernement, il y a des contradictions. Tout ministre est appelé, je le dis d'ailleurs à des ministres, quand vous avez 10 initiatives, peut-être on va bloquer les 9. Votre rôle, c'est de persister tant que vous savez que c'est bien. L'initiative qui passe, c'est bien. Tout ça, c'est la contradiction. Mais quand vous arrivez à un moment où il n'y a plus de sens à votre existence dans l'équipe, ça devient de l'antagonisme. Aucun Malien digne de ce nom ne peut être dans une équipe en train d'organiser, à l'insu des Maliens, la division de leur pays. Quand les populations de Gao se sont soulevées à cette occasion, on a tué 2 d'entre eux. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Les autres régions, on a corrompu les gens, on les a menacés. Il y a même qui a dit aux gens de Gao, vous respirez avec les narines d'autrui. C'est pourquoi vous n'aurez jamais ce que vous voulez au Mali. Donc c'était très clair qu'on ne voulait plus continuer. Il n'y a rien d'autre. Ceux qui sont venus parler d'argent, de place, ça c'est leur affaire. La réalité, les Maliens n'en voulaient plus. Et c'est pour cela que, au-delà des discussions qu'il y a de gauche à droite, les Maliens ont dit, nous voulons un certain nombre de choses, quel que soit le président. Nous voulons sécuriser notre pays. Il y a trop d'injustice dans le Mali. Il faut que la justice reprenne son travail. Les réformes ont trop tardé. Il faut réformer le pays. Il faut trouver un accord avec les syndicats. Et enfin, cet accord, il faut qu'on le regarde. Tout ce qui touche à l'unité, l'intégrité, la forme républicaine de l'État, il faut l'enlever. On garde le reste en Akoto-Nyontala. C'est ce que le peuple demandait. Mais les gens sont venus transformer ça en ça. Pour en faire des problèmes de place, des problèmes de parti, des problèmes de ceci. Je suis partisan de Moussa Traoré, de Modibo Keïta, de ATT, de IPK. Ça, c'était de la démagogie. Et malheureusement, c'est ce que les Maliens ont retenu des hommes politiques. Donc je voudrais que ça soit très clair. Le président, c'est un militaire, donc il ne peut pas afficher qu'il est politique, mais je le chahute souvent. En lui disant le premier homme politique du Mali, il me dit Kala Kala, que lui n'est pas homme politique. Parce que l'image de l'homme politique, c'est les triants, les menteurs, les vendeurs, l'apatride. Et regardez les rails. 50 mètres d'astreinte. Des politiques ont ramené, vendu les 40, ils ont ramené à 10. Ça n'a pas suffi. D'autres policiers ont vendu les 10. Mais il y en a qui ont même enlevé les rails.
vous avez prévu qu'il n'y aura plus de rails sur Koulikoro. Bien sûr, quand les gens voient ça, aujourd'hui, beaucoup sont en train de crier, Edem, Edem. Mais ça fait 30 ans qu'on n'a pas investi dans les forces productives. On a investi là où on spécule. L'essence, le carburant, on vole. Sinon, à l'horizon 2000, je vous dis bien, le Mali ne devait plus avoir de problème d'électricité. Moi, j'ai tous ces calculs-là. Mais quand on est venu, tout ce qui était prévu, on a cassé. On est rentré là où on vend. Et aujourd'hui, bien sûr, certains veulent en faire monter le chapeau par le président. Moi, je lui ai dit qu'ils n'ont rien à prendre. Le président a pris Kidal. L'énergie, ça va attendre, mais il va le prendre aussi. Moi, j'ai confiance en lui. Et c'est ce qui fait, moi, ma conviction. Je l'ai rappelé l'autre jour. Il y a deux choses qui sont claires dans ma tête. Le chef de l'exécutif, c'est le président. Le Premier ministre, il a un rôle dont il doit être conscient. Deuxièmement, moi je ne suis pas venu pour être Premier ministre, comme certains disent les avantages. Quand j'entends des gens, et ils en sont à ça encore, si ces avantages-là devaient faire de quelqu'un, il y a des Premiers ministres qui avaient une caisse noire, ils avaient, comment dirais, coffre-fort. Mais quand je suis venu, j'ai dit, je ne prends pas cette clé-là. Dans ce coffre-fort, quand vous rentrez, vous sortez avec 5 millions, 10 millions. D'ailleurs, quand on faisait les assises, ceux qui étaient contre les assises, qu'on a voulu transformer en assises du Premier ministre, certains sont venus dire, oui, j'ai besoin de 5 millions, j'ai mes dettes, 10 millions. J'ai dit, nous, on n'est pas venus pour ça. Quand il est sorti, j'ai appelé mon protocole, j'ai dit, ces genres de gens ne prenaient plus de rendez-vous avec eux. Je crois qu'ils ne savent pas que les choses ont changé dans le Mali. Ils ne sont pas venus, mais les Maliens ont fait leurs assises. Donc je voudrais vraiment saluer nos spécialistes, rendre un hommage mérité à Hussein Samake. J'étais dans le gouvernement quand il était secrétaire général. Une anecdote, j'étais sorti, quand on m'a nommé directeur général du CRT. J'ai pris tout de suite, j'ai calculé, j'ai trouvé les arriérés que les sociétés ne payaient pas. Mais tout le monde avait peur de demander parce que quand tu touches, il y a des grands comptes qui sont actionnaires peut-être, ou bien ils sont plus puissants dans l'administration. Les gens prenaient les fréquences et les numéros qu'on vous vendait. Les sociétés vous vendaient, ils s'enrichissaient, l'État ne gagnait rien. J'ai dit, mais pourquoi? On me dit, non, c'est en haut. Vous savez, au Malika, les gens font le trafic d'influence là. Ils te disent que chez le président. Et moi, j'ai trouvé la forme. Quand un ministre me dit quelque chose là, moi, je l'appelle devant le président. En bas, il faut ceux qui vont parler en ville, je l'appelle, je dis, mais ce que vous avez dit là, est-ce que c'est vrai? Donc quand ils ont commencé à incriminer le gouvernement, moi j'ai pris mon téléphone, je venais de quitter le gouvernement, je l'ai appelé. Il dit que cet arrêté-là, ils ne l'ont jamais vu. J'ai dit à mon DAF, l'arrêté là, vous partez chez lui, ils vont viser et puis vous le ramenez. On a ramassé 4 milliards dans la semaine. C'était des décennies, on ne prenait pas. Si ce n'était pas que il y avait cette collaboration, lui aussi il allait dire, mais attendez, je vais voir. Quand il va se rendre compte qu'il y a des grands comptes qui sont actionnaires dans ces sociétés, il va dire, bon, on est en train d'étudier, on est là-dessus. Souvent, j'ai dit au ministre, vous êtes assis là-dessus ou bien vous avancez. Mais lui, il m'a fait signer son arrêté. Et je ne vais pas révéler tous les biens qui ont été faits à la République du Mali à cause de ça. Des dizaines de milliards, des équipements pour lutter contre le terrorisme. Tous les grands terroristes qu'on a arrêtés ici, c'est avec l'argent qui est rentré dans les caisses de l'État à cause d'une signature. Celui qui a fait l'attentat à Grand Bassam, on l'a arrêté. En Côte d'Ivoire. On est venu les arrêter ici au Mali, à Gossi, à Tombouctou. Celui qui a fait l'attentat à la terrasse, on l'a arrêté. Celui qui a tué les prisonniers Wadoussen, on l'a arrêté. Ceux qui ont fait l'attentat avant la création des forces spéciales, on les a arrêtés. Mais les gens ne savent pas que des fils en aiguille. C'est peut-être un fonctionnaire assis quelque part qui a fait sa signature, c'est ce qui règle tout ça. Beaucoup ne savent pas. Moi, je le sais parce que j'étais au centre. C'est pourquoi je voudrais vraiment lui rendre un hommage mérité. Et qui dirige aujourd'hui une constitution écrite exclusivement sous la houlette d'un président malien, avec des spécialistes maliens. Je crois que nous en sommes tous très fiers. Et que nos spécialistes nous donnent la sève nourricière
de tout ce que nous allons faire à l'avenir. Comme le professeur Ndiaye vient de le faire, il va continuer. Vous savez, on nous travaille la mentalité. Vous entendez les termes? Pays pauvres très endettés, programmes privés et autres, gestion axée sur les résultats. On nous balade dans des réunions internationales avec des sacs cravatés, vous revenez, les parents sont contents, les femmes ont des parfums, mais il n'y a rien derrière. Tout est fait pour nous faire perdre nos orientations. Moi, je suis resté dans des salles de nuit avec ma serviette et ma brosse de dents, je dormais dans la salle. Quand on partait dans les négociations internationales sur le côte, les Américains viennent 800 personnes leur délégation. Nous, on était 4. À partir de 2h, 3h, les gens sont fatigués. Un ambassadeur ne va pas s'asseoir quand même dans une salle comme ça. Un grand ambassadeur, mais il rentre chez lui. Celui qui représente l'organe législatif, il est d'un certain âge, il rentre chez lui. Les PDG, s'il est du même bois politique que vous, le reste, ils s'en foutent, on dit le premier ministre là n'est rien. Seul, on a arraché 250 milliards. On est venu ici au Mali. Le président a même chahuté en disant que son ministre en que même les Américains ont peur de lui. Vous imaginez que sur cet argent-là, des vailloux viennent prendre 40 milliards. On a construit notre aéroport sur cet argent. L'argent que l'État doit avoir, c'est des individus qui veulent un contrat avec un étranger. Et en quelques années, l'équivalent d'un aéroport est parti dans les poches d'individus. Donc à partir de ce moment, on a élaboré un terme. Le Premier ministre Kliban, il divise les Maliens, il ne peut pas les unir. Mais moi, je ne veux pas me réunir avec quelqu'un qui tue, qui vole l'argent qu'on enterre nos militaires. Et donc c'est important que vous compreniez. Au début, dans tous les États en Occident, il y a d'abord un consensus national qui se dégage. C'est autour de ce consensus qu'il y a tout le reste du débat. D'abord, quel type d'État vous voulez faire? Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup pensent qu'il n'y a que 2 candidats. Mais il y a beaucoup d'autres. Les candidats du Parti communiste, personne n'entend parler de lui, Guest Hall. Depuis plus de 30-40 ans, on l'a condamné à vie. Pour quelle raison? Il a simplement demandé que les Indiens soient dans les mêmes droits que les autres Américains. Comme Mandela a fait la prison. Mais personne ne parle de lui. Mais il y a plusieurs candidats au présidentiel aux États-Unis. Lui, ça fait 40 ans qu'il ne sort pas. Sa seule faute, c'est de dire qu'il veut que les Américains d'origine aient les mêmes droits que les autres. On ne le sait pas. Vous partez en Angleterre, levez-vous pour remettre en cause le pouvoir de la reine. Vous verrez ce qui va vous arriver. Parce qu'ils savent comment ça se passe là-bas. Je devais donner un exemple où à la veille de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde avait peur d'Hitler, y compris les Anglais. Leur ministre des Affaires étrangères allait signer un pacte de non-agression. Quand il est revenu, toute la population anglaise est sortie pour l'applaudir, y compris la reine. Il y a un homme qui leur a dit attention. Vous avez signé ce pacte-là pour éviter la guerre. À terme, vous aurez la guerre et la honte. Il s'appelait Winston Churchill. Quelques années après, quand on a commencé à bombarder Londres, personne ne parlait, la reine est allée le chercher. C'est lui qui a dirigé l'Angleterre jusqu'à la victoire. Pourquoi les Africains ne sont pas capables de ça? Dès que quelqu'un est capable, vous allez voir quelqu'un qui a les 2 pieds cassés, les 2 bras, il va venir à sa place. Parce qu'il y a le nom. Bekito Nyongantala, c'est ça que le président nous dit. Beki Djodjorofa, un grand magistrat. Si tu vas amener un ingénieur zootechnique pour faire son travail, il va se recommander technique. Si tu amènes un zootechnicien qui doit faire pousser des choses, tu vas lui amener un ingénieur des satellites là. Vous voyez tout que votre population aura la famille là l'année suivante. Il a gagné la guerre. Mais dans tous ces pays-là, vous prenez la France, les 2 hommes les plus illustres de l'histoire de France, c'est De Gaulle et Napoléon. Allez-y faire reporter des crimes contre l'humanité. Vous rangez, vous verrez qu'ils seront parmi les premiers. Des villages brûlés au lance-flammes.
des cadavres qu'on a enterrés. Après, on est venu sortir les corps pour les brûler, laisser partir en fumée, pour qu'il n'y ait pas de traces. Mais quand vous les voyez, on ne parle que de ces bons côtés. Parce que toute personne que vous prenez a deux côtés. Il a ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais. Je le rappelle souvent dans les mouvements politiques. Évitez de dire que c'est moi qui ai fait. Vous savez ce que vous avez fait. Vous ne savez pas ce que les autres ont fait. Quand vous venez dans une marche, comme nous on le faisait en véhicule 4x4, tu as un chauffeur climatisé, tu regardes d'abord s'il n'y a pas de fumée, après tu vas, parce que certains là, il faut les encourager après, mais en réalité c'est quand tout va bien qu'ils viennent, sinon ils ne quittent pas leur maison. Hein. Mais le tout va bien là, les personnes qui vont en pète-pète, qu'on fait bastonner au début, c'est quand leur nombre grossit, qui n'ont même pas, c'est eux qui font les sacrifices. Mais après ils ne parlent pas. Donc il faut apprendre à être humble. Dans un mouvement d'ordre général, tous les citoyens sont là. Il y en a qui ne parlent pas parce que c'est pas leur profession, c'est des militaires, ils ne peuvent pas parler, c'est des professeurs. D'autres par scrupule, ils se retiennent. D'autres sont des amis de la famille, ils ne peuvent pas parler, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Celui qui n'est pas capable de faire cette lutte holistique de la société, vous allez vous mettre les doigts dans l'œil. Et c'est pour cela que quand j'ai vu le panel que le président a constitué, vous prenez tous les régimes du Mali, ils étaient là. Parce que ce n'est pas les régimes qui déterminent l'intelligence des gens. Tout régime qui vient a besoin de compétences pour avancer. Vous avez tout le monde. Et récemment, quand on a fini de présenter les vœux d'ailleurs, moi j'ai compté le premier jour, il y avait 7 qui présentaient les vœux. Sur les 7, il n'y avait qu'un qui dirige une autorité de la transition, qui est une nouvelle personnalité. Mais si on devait rester dans l'ancien système, ah oui, ils étaient dans l'ancien régime, ils sont mauvais. Mais on ne peut pas construire le pays. Ceux qui sont venus après, ils sont des 3. Les 3, c'est des gens de l'ancien régime. Ça, c'est de l'art que le président a fait. Il a fait de la politique, comme je vous ai parlé. Comme je dis, c'est un art. C'est de réaliser ce qui est possible. Les Maliens voulaient être unis, il a réalisé. Et rendre possible ce qui est nécessaire. C'est à cette phase qu'on est aujourd'hui. Ce qui est nécessaire, c'est l'unité nationale. Et c'est pourquoi il a installé le comité de dialogue intermalien. Et j'ai rappelé aux uns aux autres que schématiquement ce qui se passe au Mali, c'est comme dans une maison, il y a les enfants du pays, la maison brûle. Il y a certains qui sont déterminés à éteindre le feu. Ils ne vont pas passer leur temps à discuter avec ceux qui sont là à changer le sexe des anges. C'est ce qui est arrivé au Mali. En 2021, en réalité, au lendemain de la rectification, le Mali était divisé en 2 camps. Il y a ceux qui voulaient des élections tout de suite pour permettre à l'Occident de revenir. Et ceux qui voulaient en finir avec l'affaire de Kidal. Parce que tant que ce n'était pas tranché à Kidal, tout le reste est zéro. Ces 2 camps, on est obligé de s'affronter publiquement. Et c'est ce qui a été fait de la plus belle manière. Et ils se sont tous organisés pour dire qu'ils ne veulent pas les assises. Il y a un gros magistrat qui m'a même dit, mais vos assises, si vous les faites, comment vos lois là même, vous allez les rendre... Parce qu'on disait que ça avait une valeur juridique. Comment ça va être juridique? J'ai dit, attends qu'on passe seulement, on verra. On ne pouvait pas. Et on dit élection. J'ai dit, mais prenez Haïti. C'est le premier pays indépendant en Afrique, en Amérique latine. On a tout ramené aux élections. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des crimes. On tue les présidents, les premiers ministres. On ne fait que des élections. Pourtant, ce n'est pas les élections qui manquent. Donc l'élection à elle seule ne peut pas régler les affaires d'un pays. Il y a un préalable. C'est la vie des citoyens. Vous trouvez des hommes politiques qui parlent comme des perroquets ici. Il y a quelqu'un, je le vois à la télé un jour. Ah oui, c'est que le Premier ministre a été dit aux Nations Unies. Ça n'engage que lui. Parce qu'il a dîné avec un ambassadeur de la veille. Quand je l'ai vu, j'ai dit, toi, tu peux aller faire campagne chez toi. Depuis combien d'années tu n'es pas allé dans ton village? En tout cas, moi, je ne peux pas aller faire campagne. Tu es là à dire élection, élection. Tu vas faire élection où? Il faut arrêter de répéter ce qu'on vous dit. Ce qu'il nous faut, c'est d'abord un État. Cet État-là, on ne peut pas expliquer dans les détails à tout le monde que la chemise qu'on a mise sur nous
à travers ce qu'on appelle les forces internationales. Il fallait la détricoter pièce par pièce. Quand on l'a déchirée, le fait aura été atteint. On a commencé par les plus petits, dénominateurs plus escrocs, venus de façon escroc. Moi, j'ai fait une tribune là-dessus. Le jour où le monsieur est sorti pour menacer nos présidents, je n'ai pas dormi pendant 2 mois, 2 nuits. J'ai fait une tribune que j'ai appelée la faillite de l'État. Qui sont les responsables? On a continué. Takuba Tara, chez Moulika Bafankam. On est monté au G5 Sahel. Ça, c'est celui qui vient nous marcher sur les pieds. Ils vont prendre de l'argent avec d'autres pays au nom du G5 Sahel. Quand on collecte 100 millions, on donne aux Africains 10 millions. On va prendre des vieux équipements chez eux qu'on repère. Il y a un pays africain où un soldat perd de tous ses pieds. Parce que l'équipement neuf, soi-disant, qu'on lui a donné, dans un pays voisin, le chef d'état-major a discuté avec les chefs d'état. Il m'a dit qu'ils sont tombés, les pieds du soldat sont coupés parce que c'est un vieil équipement qu'on leur a donné. Avec de l'escroquerie incommensurable. Et c'est un pays extra-africain qui décide qu'au Mali, il n'y aurait pas de réunion au motif que c'était un militaire qui dirige. Mais De Gaulle, c'était un militaire. Napoléon, c'est un militaire. Toutes ces grandes nations-là, des heures décisives, là, c'est les militaires qui sont venus. Le peuple les a soutenus. Mais on les a catapultés. Ils sont pas, c'est faux, les Tinini là, il y a Blagui là, c'est fini. Maintenant, on a pensé au Barkhane. Barkhane, beaucoup ne savent pas. Nous savons ce qu'ils ont préparé. Ils s'étaient préparés pour détruire notre flotte aérienne. Comme on a fait en Côte d'Ivoire en 2014. Mais le reste de la population n'était pas au courant. Mais les gens du M5, des Gao, tout minoritaires que certains disent, ils se sont organisés. Ils sont rentrés dans leur base la nuit. Ils ont fui le Mali. C'est à la frontière du Niger qui nous ont dit qu'ils ont quitté le Mali. Il n'y a plus de bataille avec notre armée, parce qu'il n'y a plus de combattants. Si le peuple ne s'était pas engagé, ils allaient faire de face à face avec nos militaires et brouiller notre piste. Le peuple s'est mobilisé, on les a chassés. L'étape suivante, c'est leur papa là. C'était la soi-disant MINUSMA. Les Maliens disaient MINUSMA, Kata, MC. Nous, on écoutait tout le monde. Les gens croient que quand ils parlent, le président n'entend pas. Chaque chose en son temps. Moi, je reçois des dizaines de diplomates. Et je dis, monsieur le Premier ministre, vraiment, votre gouvernement, là, c'est toi qui es bien là-dedans. Il faut parler aux militaires. Si tu restes avec les militaires, là, ils vont te trahir. Ils ne sont pas sérieux. Ne sachant pas que je sais qu'ils vont dire la même chose à des militaires. Ah, les politiciens, là, il n'y a personne, il est collé à vous. Ah, surtout qu'il n'est même pas bien. Moi, j'ai étudié un ministre qui a assisté. À l'extérieur, j'ai eu 2 heures d'entretien avec un ministre un président sommet des affaires étrangères. Vous savez ce qui me met dans la tête? Il dit que les militaires, là, ils vont te trahir tôt ou tard. Tu es un homme politique, à ton avenir, débarrasse, quitte-les. Parce que si tu quittes là, nous, on a besoin de 3 mois pour régler nos comptes. Il y a un ministre qui était là, il n'est pas dans le gouvernement. Quand on est sorti, j'ai dit, mesdames, vous savez, ces gens-là, ils pensent que moi, je suis venu de la dernière pluie. Ils vont dire la même chose à des militaires. Kafoni, nanana, il n'a personne, il est clivant, il va détruire le Mali. C'est la même chose qu'ils vont dire aux militaires. Heureusement que le président et moi, on se comprend sans se parler, parce que chacun sait d'où est-ce qu'il est venu. Et on sait l'objectif qu'on vise. Tout pouvoir politique, je vais vous dire, pour faire tomber un régime, voici les 2 grands secrets. Le premier, on fait une fissure au sommet. Une crise politique. La deuxième voie, on les coupe de la base. Parce que dans un pays, sur les 90% des citoyens, les 100%, vous avez 90%, ce sont les citoyens et le peuple. Les dirigeants peut-être 1%. Et les opposants 1%. Chacun se bat pour avoir l'assentiment de 90%. Et c'est pourquoi quand le président dit au ministre que le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. C'est peut-être intermilitaire, mais c'est aussi politique. Et c'est ça le rôle des ministres. C'est pour cela d'ailleurs quand un ministre dit qu'il va à l'intérieur à mission, moi je ne regarde même pas où est-ce qu'il va. Parce que pour moi, être en contact permanemment avec la base, c'est notre première tâche. C'est quand il y a des missions à l'extérieur qui sont coûteuses, qu'on analyse avec la situation du Mali.
Il y a des ministres à la dernière minute, quand toute sa famille est informée, qu'on lui dit qu'il ne part plus. Avant ça, ça se faisait pas. Mais on leur explique que c'est pour des raisons d'ordre stratégique, d'ordre économique. Et ils acceptent. Moi, j'ai été dans 2 gouvernements. Je connais l'état d'esprit des gens et leur comportement des uns vis-à-vis des autres. Ce n'est plus la même chose. Parce qu'on essaie d'expliquer tout. Avant, les ministres venaient faire les pieds de grue devant le bureau du directeur de cabinet. On refuse leur ordre de mission. Souvent, c'est la mort dans l'âme qui n'ont. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Si vous venez, si je peux autoriser dans les pouvoirs, je l'autorise. S'il y a des incidents stratégiques, je vais avec le président, on échange. Après, on informe le ministre, tout respectueusement. Et c'est à lui de prendre la décision. Ça, c'est le respect. Parce que chacun de ces ministres, chacun d'entre vous, peut devenir demain président du Mali. Il y a 4 ans, qui a pensé qu'Assimi Goïta allait être président de la transition? Ou que moi, j'allais être premier ministre? Donc, chacun a droit à un respect religieux de sa mission. C'est ce que nous faisons. Avec l'accompagnement de nos grands intellectuels, que moi, je découvre tous les jours. Et ces ambassadeurs viennent, et Minisma va partir ou non? Quand on fait cause là, en sortant là, ils me prennent, ouais, tu es gentil, vraiment, toi tu peux dire la vérité. Minisma, est-ce qu'ils vont partir ou non? Moi, je lui dis que ça là, c'est une affaire du ministre des Affaires étrangères. Il va le dire bientôt. Quand l'heure est venue, le président a réuni tout son staff parce qu'il consulte beaucoup. Il prend l'avis du peuple et le gouvernement a tranché. Il a donné des instructions de quitter notre pays sans délai. C'est comme ça que le papa là, on a décidé de prendre un ciseau et déchirer sa chemise forte qui nous a mise là. Parce qu'on savait, tant que les forces internationales étaient au Mali, il n'était pas possible de retrouver la dignité du Mali. Les élections, les campagnes, tout ça c'est pour des individus. Là, après quand ils ont tout fait, ils ont essayé de nous en dissuader jusqu'à New York. Quand ils ont vu que ça ne va pas, ils ont dit non, laissez les Maliens. Ils sont trop effrontés, ils ne pourront pas. Il y a des pays qui ont abandonné les forces internationales, on leur a dit de quitter depuis 2018. Ils n'ont pas pu partir. Les Maliens croient qu'ils sont plus importants que tout le monde. Mais on a fixé des règles, on a dit désormais ça va être partout. Hein. On va s'entendre. Ordonné, on s'entend. Coordonné avec nos forces et sécurisé par l'armée. Vous n'allez pas nous dire, ah nous on est parti avant-hier. Maintenant quand on les a pris dans le sac, ils sont allés se concentrer à Ber. Ber, ils ont organisé un blocus, une opération militaire pour eux qui ne peut jamais être réussie, dévouée. Notre armée, nos chefs militaires avec le président et le ministre de la Défense, on a détricoté cette chemise-là de la plus belle manière depuis ces jours-là. Ils se sont dit, ces messieurs-là, il faut qu'on trouve une autre solution contre eux. Donc il faut attaquer les 90%. On va fricoter avec les services secrets étrangers pour détruire le bateau Tombouctou, pour mettre Tombouctou en otage, pour prendre Gao en otage. Et dire qu'à la tête, il y a des gens très belliqueux et il y a des hommes de médias, nous les connaissons. Des politiques qui viennent, ah oui, il faut la paix. Ce gouvernement-là est trop belliqueux, notre peuple est en train de mourir. Ça, c'était fait pour nous couper des 90%. Le président les a dribblés. Je crois qu'ils se sont cassés les pieds. Lui, il a continué son chemin. Tout ce qu'on avait prévu pour les festivités du 22 septembre, il a remis ça dans sa boucle et on a expliqué aux populations. Étape suivante, on s'est préparé. La suite, vous la connaissez. Nous avons pris Kidal. Quand nous avons pris Kidal, le président dit, maintenant, on a éteint le feu. Il y a besoin de reconstruire la paix. Reconstruire la paix, c'est tous les Maliens. Ça correspond exactement au point que le professeur Ndiaye a donné. Les appliquer à la lettre, appeler tous les Maliens. Comment faisons pour construire notre pays? La seule condition, ne discutez plus de l'unité du Mali, de sa souveraineté. Tout le reste peut se discuter. Et puis il n'y aura plus de citoyens de seconde zone. Ça c'est moi qui l'ajoute, c'est terminé. Tout le monde est le même. Chacun a eu son grand-père, son arrière-grand-père qui a commandé ici. Personne ne peut dire qu'il appartient à l'autre. Et pour réconcilier ça à ce niveau, vous aurez remarqué que partout dans ces pays, on vous parle
Le régime au Mali, le régime, on ne vous parle jamais de régime aux États-Unis, en Angleterre, en France, on ne parle pas de régime. Régime chinois, régime russe. Pourquoi? Il faut que vous compreniez. Dans chaque pays, il y a un consensus national. Aux États-Unis, celui qui veut être président et remettre en cause leur consensus sur lequel l'État s'est battu, on ne t'entendra même pas. En France, c'est la même chose. Mais chez nous, en réalité, ils disent régime parce qu'on a des pouvoirs qui cherchent juste à survivre. On cherche à durer au pouvoir, on ne cherche pas à régler les problèmes. Jusqu'au jour où on vous renverse. Donc les acteurs politiques n'ont pas le même objectif. Quand le président et son équipe, leur objectif c'est de faire la guerre et prendre qui doit libérer le Mali. Il y a un autre dont l'objectif c'est de faire des élections bidons avec l'argent volé, amener un président fantoche qu'on va remplacer dans 5 mois, après un autre, et de là à là on va dans une désintégration et diviser notre pays. Mais on ne peut pas être de la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que quand j'ai convié les partis politiques à réunion l'autre jour, il y a eu beaucoup de débats en but. Je sais que mon cabinet a fait une erreur, je vais le leur dire d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'ils les ont conviés par communiqué. Mais les partis là ont vocation à diriger le Mali un jour. Vous ne pouvez pas juste un communiqué. La première fois, c'est moi qui ai signé personnellement toutes les lettres. Et les ministres, les triumvirats ont pris en charge. Mais mon cabinet a écrit aux ministres qui ont aussi fait des communiqués. C'est le Premier ministre qui invite les gens. Donc vous signez une lettre du Premier ministre et les ministres prennent en charge. Moi j'ai appris après que déjà ils ont informé les ministres. Bon, les ministres, le Premier ministre a un cabinet. Les ministres peuvent l'organiser, mais il ne peut pas mettre à la part de son cabinet. Donc il y a des partis qui ont dit que c'est par communiqué qu'on les a invités et ils ne vont pas venir. Bon, quand on est susceptible, ça se comprend. Moi je suis un du milieu. J'aurais réfléchi à ça, je n'aurais jamais pensé que c'était un simple communiqué. On dit, j'avais pris la première fois les partis, 1 à 1, 200. Je les ai invités moi. C'était pour leur expliquer très simplement qu'avant, on était dans un paradigme. Certains d'entre eux étaient en train de demander qui a pris le feu à la case du Mali. Nous, on n'était pas dans ça. Mais que maintenant que Kidal est pris, c'est un nouveau paradigme. On se retrouve tous et on reconstruit le Mali. C'est pour ça que moi je voulais les appuyer. Je me dis, tous les gens de bonne foi doivent comprendre. Après on a pensé que oui, le Premier ministre veut réunir les gens parce qu'il est en difficulté politique. Mais non, le Premier ministre ne sera jamais en difficulté politique. Moi j'ai fait 40 ans dans cette affaire-là, je n'ai jamais triché avec quelqu'un. Tout ce que vous voyez là, c'est parce que j'ai chevillé à l'objectif stratégique et patriotique. Tous ceux qui vont rentrer dans des jeux politiques, vous les répétez. Donc moi je n'étais pas dans des jeux. Les partis qui ne sont pas venus, on va trouver les moyens de leur parler, parce qu'il faut toujours parler au Mali. On est arrivé à une phase maintenant où la question principale est tranchée. Il faut parler avec tous les Maliens. C'est ce que je voulais leur dire. Bon, ça a été déformé. Bon, ça a été déformé par-ci, par-là. On a dit tout ce qu'on voulait. Je vous assure que ce que nous sommes en train de faire, c'est inédit dans l'histoire. Et je crois que nos grands professeurs comme Samake et Ndiaye et d'autres, vous allez écrire l'épopée de la transition. Parce que dans 20 ans, les Maliens doivent dire comment les Maliens ont traversé. Chaque ministre doit écrire l'épopée de son passage à la transition. C'est ça qui va être les vrais coups d'histoire. En France, vous savez, les grands hommes politiques, ce n'est pas comme chez nous, ils sont dans les journaux, en Wikipédia. Tous les grands hommes politiques, la première des choses, tu cherches à connaître ton histoire. Chez nous, les hommes politiques ne connaissent pas l'histoire. C'est ce que vous allez écrire aujourd'hui, qu'on va lire dans 5 ans, dans 10 ans. Comment vous avez fait? Chacun doit écrire l'épopée de son passage à la transition. Les militaires, j'ai dit, le président m'a dit qu'ils sont là. Tous les militaires qui ont donné leur vie, il faut qu'on les retrouve. À Gao, il y a un militaire en 2012 qui dit que lui, il ne fuit pas. Ils sont venus, ils lui ont coupé la tête. Il a dit que lui, il ne part pas. On ne parle plus de lui. Comment notre armée a pris Kidal de façon magistrale. J'ai dit que ce qu'ils ont fait doit être enseigné dans les grandes écoles militaires. Mais chez nous, on est toujours modeste. En Afrique, ça passe. On n'a pas de mémoire. Une nation, c'est une mémoire. Un pays, c'est la force et le droit. Il faut que la loi s'impose à tous, quel que soit ton bord politique. Dire oui, moi je suis avec le pouvoir, je suis un ami du pouvoir, mais ça ne dit rien. Si celui qui menace le pouvoir, il doit répondre.
Parce qu'on nous a habitués ici des individus qui menacent le président. Vous vous rappelez quand on a voté la loi de la famille en 2011, il y a un monsieur qui s'élève, ils attaquent violemment le président et le président de l'Assemblée nationale. Il appelle même au meurtre. Au lieu de l'envoyer quelques bananes et des oranges, mais on l'appelle au sommet de l'État. Et le président est monde qui là. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est terminé. Ou bien venir insulter le président, des ministres, tu n'as aucune preuve. Parce que voici ce qui s'est construit. Depuis des générations au Mali, la force de quelqu'un, c'est d'être effronté et savoir parler. Il y a des gens qui n'ont ni diplôme, ou ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de travail, ils sont dans des 4x4, ils sont dans des garde-corps, ils ont des véhicules, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils vont dénigrer des responsables, ils prennent l'argent avec eux, ils vivent comme ça. Cette classe-là, nous allons la bannir. Chacun doit vivre du fruit de son travail. Deuxièmement, personne ne sera inquiété pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il a fait. Les turpitudes des politiques, il ne faut pas les utiliser pour discréditer ce qui est le plus important. Sans la politique, rien ne va aller. C'est important. Ce sont ces choses-là que moi je voulais expliquer aux uns aux autres et comprendre la dernière chose pour notre transition. Je vous donne, moi je me réfère toujours à l'histoire dans tout ce que je fais. Je vous ai montré Haïti, premier pays indépendant d'Amérique latine. Plus d'élections que tous les pays du monde réunis. Jusqu'à présent, il y a le crime. Ça veut dire que l'élection ne résout pas le problème. Les États-Unis, les pères fondateurs, c'était des jeunes de 30 ans et des vieux de 90 ans. Ils se sont assis, ils ont fixé les règles, ils les respectent. Quand De Gaulle est venu après la Deuxième Guerre mondiale, le premier gouvernement qu'il a installé, il y avait les résistants de l'Est qui étaient dehors. Les résistants à l'intérieur, composés majoritairement de communistes. Ceux qui l'accompagnaient. Et les tenants de l'ancien régime de Vichy. Beaucoup ne comprennent pas, parce qu'ils voulaient l'unité nationale. Les gens qui étaient dans le régime de Vichy, on les a amenés. C'est 4 composantes. Il n'est pas venu balayer tout le monde, parce que chez nous, au Mali, dès que quelqu'un vient au pouvoir, il balaye tout le monde. Il change de veste, il vient insulter les anciens. C'est ce qu'Assimi Goïta a refusé. Moi, j'avoue qu'au début, je n'étais pas 100% de son avis, mais après, je réfléchis sur tout ce qu'il me dit pour comprendre. C'est comme le jour où on est venu parler, les 5 colonels ont dansé. Un jour, il me dit, monsieur le ministre, les hommes qui sont à la base, là, les troupes, là, ils n'étaient pas d'accord. 5 colonels, c'est qu'à Fenkede. Je suis allé en réunion, j'ai dit aux gens, vous savez, les militaires que vous voyez là, ils sont très philosophes. Je ne veux plus entendre parler des 5 colonels. Il faut parler de l'armée malienne. Un jour, je voyais les hélicoptères sauter. Je vois les anciens chefs d'état-major, j'étais très fâché contre certains. Et j'ai dit au ministre de la Défense, mais regardez ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Très philosophiquement, il m'a dit, monsieur le Premier ministre, ces hommes-là, c'est les mêmes que nous. Ils étaient dans d'autres conditions politiques. C'est les conditions que nous avons aujourd'hui qu'ils n'avaient pas. Sinon, vous les mettez dans les mêmes conditions, ils feraient la même chose. Moi, je suis allé, j'ai dit aux camarades, vous savez, les militaires là sont plus philosophes que nous. Les gens sont en train de crier Ibeka Tara, parce qu'en réalité, il y en a qui voulaient qu'Ibeka parte, mais qu'ils continuent à faire ce qu'Ibeka faisait. L'Ibeka sans Ibeka. Or, le président a décidé de changer de fond en comble, une nouvelle société refondée. Et ça, c'est avec tout. L'ancien, le neuf, c'est tout qu'on met ensemble. Et c'est ce qui fait notre force. La dernière chose, c'est que chez nous en Afrique, pourquoi les pouvoirs sont fragiles? Je vous ai parlé des régimes. Chez eux, on ne parle pas de régime. C'est chez nous qu'on parle de régime. Chez nous, quand il y a des problèmes entre des leaders africains, des contradictions, au lieu de s'asseoir et les résoudre, ils les transforment en antagonisme. Généralement, ça profite à l'ennemi. Parce que la gestion des contradictions, c'est comme ça qu'on avance. Je donne souvent le cas du Soudan aux gens. Les Occidentaux ont fait plus de 20 ans pour diviser le Soudan. Ils ont réussi en 2011. Après, ils se sont tournés vers ce qui reste. Ils ont fait plus de 2011 à maintenant. Ils étaient derrière eux. Jusqu'au jour où on a infiltré les jeunes, les femmes, démocratie, démocratie, ils seraient avec les broukas là.
Qu'est-ce que les militaires ont fait? Le seul programme, c'est la démocratie. Mais ça, c'est quoi ça? On a arrêté le président. Les militaires se sont mis avec les civils. Ils ont fait 1 an. Démocratie, démocratie. Les civils sont partis. Ça finit. La contradiction s'est transformée en antagonisme. Les militaires se sont mis à se bagarrer. Où est leur pays? Tous ceux qui dansaient pour demander démocratie, là, ils ont tous fui, ils sont morts, ils sont plus là. Les militaires sont en train de se tuer. Où peut partir leur pays? Alors qu'il leur suffisait de s'asseoir et gérer leurs contradictions pour faire avancer le pays. Donc je dis tout le monde aux responsables politiques, arrêtez les antagonismes. Ça a trop détruit les Africains. Quand il y a des contradictions, asseyons-nous. Si tout le monde est d'accord que l'essentiel c'est le Mali, rien ne vaut le Mali. Toute la planète est en train de nous regarder aujourd'hui. Moi j'ai reçu des équipes étrangères où il y a des Noirs. Ils me disent qu'ils sont dans un pays étranger, ils sont dans des équipes. Après les réunions, ils se trouvent. Ils disent, est-ce que les Africains vont tenir pour une fois dans l'histoire? D'autres disent, ils ne tiendront pas. Vous allez voir, ils vont se bagarrer bientôt. Il y a d'autres qui disent, espérons qu'ils tiennent. Parce que si jamais le Mali tient, le monde va changer. Si le Mali flanche, tout va recommencer. Donc la planète entière nous regarde. Les pays de l'AES nous regardent. Quelqu'un a dit qu'on est sorti de la CEDEAO, que ce n'est pas nécessaire. Et ils sont dans des calculs économiques, économétriques. La CEDEAO voulait comploter au compte d'une force étrangère pour renverser le régime nigérien. C'est pourquoi nous avons pris nos responsabilités. Nos présidents ont créé l'AES, Alliance militaire, pour mettre en garde qui va toucher notre frère. Parce qu'on savait qu'après le Niger, c'est le Burkina. Après le Burkina, c'est le Mali. Quand on les a coincés, ils sont allés se réorganiser pour encore tomber sur le Niger. C'est comme ça que les présidents ont décidé, in extremis, de sortir de la CEDEAO. On n'est pas allé faire des calculs, ceci, cela, mais nos économies sont calculées. On verra que ce qu'on a gagné est plus que ce qu'on perd. Les gens sauraient les passeports, les libres circulations. Mais si tu fais tes affaires, c'est quoi? Mais on va éclaircir tout. Plus de 2 800 000 km², près de 80 millions d'habitants, premier producteur de viande, premier producteur d'or, premier producteur de coton. Si on a des gens qui gèrent bien, nous n'aurons rien à regretter. Vous le savez, ceux qui regardent Internet. Moi, j'ai vu récemment un pays de l'OCDE qui allait présenter à une bourse la quantité d'or qu'ils importent du Mali. J'ai calculé. On est venu regarder l'or que les statistiques maliennes disent avoir importé dans ce pays. Quand j'ai fait la différence, vous savez ce que j'ai trouvé? Le budget de l'État malien. Tout a été volé. Ça veut dire que pour un seul pays, le budget de l'État malien a été volé par des individus. Quand vous avez fait un peu de il n'y a rien d'autre au Mali. Donc vraiment, ce que je vous demande, d'abord, tout le monde fait la politique. Il ne faut pas nous tromper. Quand les premiers ministres vous disent, ah ouais, je ne suis pas politique, mais quand il s'agit d'être premier ministre, avoir les avantages d'être premier ministre, ils sont là. Ils disent, voyez, les politiques, c'est les ennemis du Mali. Un pays, c'est l'orientation politique définie par le chef. Deuxièmement, notre mission, c'est de les aider à réussir. Nos intellectuels ont donné la voix avec nos dirigeants. Il appartient à la haute administration, à la classe politique de les suivre pour que la procédure de refondation devienne irréversible et que le sang versé de nos militaires soit un sang à jamais, que personne n'oubliera jamais, qu'on ne retourne plus en arrière. Nous ne serons plus, comme le ministre d'État l'a rappelé, nous ne serons plus le paillasson d'un pays. Et je demande aux Maliens, sortez de l'effronterie. Personne n'a le droit de menacer l'État malien. Tout individu, social ou non, qui veut menacer l'État malien, ça ne sera plus comme avant. Vous allez répondre de vos actes. Vous êtes proche du pouvoir, vous êtes loin du pouvoir, ça ne veut plus rien dire. Parce que je me suis rendu compte que certains disent qu'ils sont contre le pouvoir, ils voulaient juste les remplacer. Le président veut autre chose. Je voudrais vraiment vous appeler à ça. J'ai beaucoup parlé, mais c'était nécessaire parce que l'État malien, une grande partie, c'est vous. Les ministres, la haute administration, les grands intellectuels, c'est vous qui tracez la voie.
vous connaissez déjà les préoccupations de la population. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en votre qualité de responsable d'institution, des ministères, de la haute administration et des structures étatiques, il est important que vous ayez une bonne maîtrise du fonctionnement de ces pouvoirs dont on vient de parler, ces pouvoirs constitutionnels et leurs liens de compétences, ainsi que leurs limites. Je vous invite donc à une écoute attentive et une participation pour que cet atelier réussisse. Au début, je ne voulais pas venir parce que depuis la situation que vous savez sur moi, à partir de vendredi, samedi, je demande des permissions au président et au ministre. Mais madame est venue me dire qu'il y a un lieu qu'elle a négocié avec le ministre de la Jeunesse. Je dis, mais il faut que j'aille voir là-bas. Nous, on ne connaît pas le Mali. Depuis qu'on a quitté la brousse là, comme au lycée là, j'ai quitté le lycée, j'ai parti chez mon logement. Moi, j'ai fait 3 ans, je ne connais pas 2 rues à Bamako. Donc, quand je suis venu, j'ai dit, je vais prendre mes congés. Et puis, les ministres, je suis sûr qu'ils ont besoin souvent aussi qu'on les détende. Et vous savez, quand je suis venu, on dit qu'on appelle le maire, on va l'attendre. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas que depuis le 21 juin, il n'y a plus ça. C'est le premier ministre qui va attendre le maire. Mais ça, c'est quoi ça? Moi, je lui ai dit, les ministres sont là. Au contraire, c'est moi qui dois aller m'excuser auprès des ministres et de l'opinion. On va commencer nos travaux. Le maire, là, le ministre d'État s'occupera des lieux. S'il croit qu'il va faire attendre. C'est les journalistes qui font les malins souvent, là. Comme eux, ils n'ont pas beaucoup de caméras. Ils savent tellement se défendre qu'ils ont invité à 30 cérémonies, ils n'ont que 10 caméras. Donc, le président et les premiers ministres les attendent. Vous savez, les journalistes et les gens du protocole, là, c'est les seuls qui n'ont pas peur du président et du Premier ministre. Quand il dit va à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Et aussi, comme tu veux que tes images sortent, tu es obligé de les attendre. Mais vraiment, les maires là, si vous venez arrêter, les ministres vont s'occuper de vous. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire de continuer. Je suis convaincu que dans quelques années, vous allez être